avec Enis Moraï. 8h passées de 8 minutes sur les ondes d'RDCI dans le vif du sujet avec Enis Moraï. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Au rendez-vous comme chaque mercredi matin. Alors aujourd'hui on peut déjà l'annoncer à notre invité Enis. Oui, c'est Zied Lahberi, élu de l'Assemblée nationale constituante et membre du bureau politique du parti Nahda. Zied Lahberi un peu pris dans les embouteillages, donc oui. On l'attend. Mais en attendant l'arrivée de notre invité, et pour ce matin, on voudrait bien parler de la situation actuelle en Tunisie, notamment on commence avec la situation politique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un blocage, Enis? Oui, tout à fait. Il y a un vrai blocage actuellement et ce qui est en train de se passer en Tunisie nous inquiète un peu dans la mesure où même ceux qui parrainent le dialogue national ont été pris de parti par certaines parties, si j'ose l'exprimer ainsi, par rapport à leur neutralité dans la gestion de la crise que vit la Tunisie actuellement. Je parle essentiellement du reproche fait de la Troïka à l'UGTT expressément quant à sa donc stature qui n'est pas réellement selon eux, donc selon la Troïka, neutre dans la gestion de cette crise-là. Ouais. Pourquoi Anis, déjà depuis 2 mois, si on peut dire ça, déjà le dialogue dure depuis 2 mois, pourquoi on n'arrive pas toujours à trouver une solution? Moi, je pense en fait qu'il s'agit d'un problème de confiance. Moi, je pense que les protagonistes dans ce dialogue national... Déjà, excusez-moi de vous interrompre, Anis, oui. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs les parties où, dans ce dialogue, qui prend part à ce dialogue Au fait, ceux qui prennent part dans ce dialogue, c'est essentiellement la Troïka d'une part, à qui on reproche la gestion chaotique du pays depuis maintenant 2 ans, et puis cette gestion qui aurait dû finir selon certains donc au bout d'1 année, sauf qu'elle perdure jusqu'à de nos jours. Donc il y a des reproches vis-à-vis de cette Troïka sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan donc je dirais tous azimuts. Donc il y a un reproche économique, on parlera de ça, oui. C'est un sujet très brûlant qui concerne directement les Tunisiens. Et puis de l'autre côté, donc il y a l'opposition, lorsqu'on parle de l'opposition, celle qui existe à l'Assemblée nationale constituante et qui a quitté donc l'hémicycle donc de l'Assemblée nationale constituante, qui a fait le sit-in de Rahil, qui prend part aussi dans le Front du Salut National, qui a organisé les manifestations donc et le sit-in du Bardo, celle-là même qui reproche à la Troïka ce qu'on vient de dire. Donc il était intéressant, il était primordial que certaines parties prennent le taureau par les cornes, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu le quartet, qu'on appelle le quartet, qui est constitué par l'UGTT, par l'UTICA, par la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, et puis par l'ordre des avocats. Ce sont 4, je dirais, éléments de la société civile qui ont fait leur preuve durant l'histoire de la Tunisie depuis l'indépendance et bien avant, et qui ont pris, donc, je viens de le dire, le taureau par les cornes pour trouver une situation et pour décompter donc la situation entre une opposition prédatrice, on peut le dire, Rafef, sans vergogne, elle est un peu prédatrice, l'opposition, et puis donc cette Troïka qui fait la sourde oreille, qui est là malgré, je viens de le dire, donc un échec cuisant dans la gestion des affaires. Voilà, maintenant la situation est un peu embarrassante parce que l'un des éléments qui est censé gérer ce dialogue national est lui-même donc pris à partie pour sa non-neutralité. Tout à l'heure avec Zied Lahberi, on reviendra par rapport à ça. Alors, est-ce que vous pouvez également rappeler, Enis, lors du dialogue national, quelles étaient les propositions ou les solutions proposées par le quartet, par les partis? Alors, s'agissant du dialogue national, le GTT et le quartet ont essayé de prévoir une feuille de route. Cette feuille de route prévoit 2 éléments. D'abord,
la dissolution du gouvernement, c'est un élément qui concerne le gouvernement, à qui on reproche moult reproches, et puis l'Assemblée nationale constituante. Ce qui est bien dans la proposition du quartet, c'est qu'il n'est pas allé dans des considérations jusqu'au boutiste de l'opposition pour décrier, dénigrer le travail de l'Assemblée nationale constituante dans sa totalité et demander sa dissolution, ce qui a été demandé, la vérité, par l'opposition, mais il a été à mi-chemin entre les deux pour dire écoutez, l'Assemblée nationale constituante devrait continuer à travailler parce qu'elle a cette capacité et cette empreinte populaire de la légitimité, mais que son travail ne doit pas être un travail sans contrôle et ne doit pas être un travail, je dirais, sans limite, qui jusque-là, ils ont raison de dire, l'opposition a raison de dire que c'est un travail, je dirais, qui n'obéit à aucune limite. L'Assemblée nationale constituante travaille comme elle veut, donc avec ce référentiel donc à la majorité, ce qui a créé donc beaucoup de tensions lors de l'élaboration. D'après les membres sortants, si on peut dire. Oui, bien évidemment, voilà, d'après les membres sortants. Et voilà, donc cette feuille de route comporte deux éléments, l'Assemblée nationale constituante qui devrait continuer à travailler, mais elle est limitée dans les attributions et dans le temps. Dans les attributions, elle aura uniquement à peaufiner, à terminer ce qui reste du projet de la Constitution au bout d'un mois, voter la loi électorale au bout de 2 semaines, terminer l'élection du 9e membre de l'ISI dans 1 semaine, à partir de la première journée du dialogue national. Ensuite, le gouvernement devrait être dissous dans 3 semaines à partir de la première journée du dialogue national. Entre-temps, une personne indépendante à qui donc on confierait donc la gestion du pays, qui choisira son cabinet, son gouvernement au bout de 2 semaines. Bon, là, c'est une proposition qui, somme toute, est considérée comme par tous les observateurs quasiment, il y a une unanimité qui, je dirais, est assez concrète, assez pragmatique, et qui est entre donc les revendications des deux. Sauf que là, Nahda et la Troïka en général, donc parce que Nahda actuellement parle au nom de la Troïka et agit au nom de la Troïka, donc Nahda a dit on accepte cette proposition, sauf qu'elle a donné donc une contre-proposition. Cette contre-proposition a soulevé l'ire donc du quartet, qui a donc fait une conférence de presse pour dénoncer cette... Justement, Annie, j'allais vous poser la question. À un certain moment, on est arrivé à un compromis, si on peut dire ça, donc tout le monde est content, on a trouvé la solution, mais après, tout a changé. Oui, parce que Rafef, on n'est pas réellement arrivé à un compromis, mais là, on est entré dans des considérations de politique politicienne, de manœuvre dilatoire. Certains disent on accepte la proposition, sauf que dans leur acceptation de la proposition, ils offrent une contre-proposition. Et là, une contre-proposition, c'est-à-dire, donc, Nahda, dans son communiqué, donc, datant de la semaine dernière, je pense, elle a dit, donc, par rapport à la proposition du quartet, donc, on accepte, mais. Voilà. Et par rapport à ce mais, c'est toujours la pointe de discorde, c'est la dissolution du gouvernement. La dissolution du gouvernement n'est pas, donc, selon Nahda et la Troïka, un sujet de discussion, sauf que, évolution un peu dans, je dirais, la politique de Nahda, maintenant on achève la Constitution, ensuite on dissout le gouvernement. D'accord. Voilà. Donc, la situation est actuellement intenable, c'est une situation qui est anormale, elle ne peut plus perdurer, surtout que sur le plan économique, la Tunisie est en train de sombrer, donc de façon, je dirais, assez malheureuse et assez dangereuse. Mais si les membres sortants, Nice, les élus, sortants de l'Assemblée nationale constituante, persistent encore, est-ce qu'ils peuvent terminer, est-ce qu'ils peuvent achever la Constitution ? Alors, sur le plan légal, Rafef, vous savez que pour achever la Constitution, il faudrait donc un vote pour la Constitution. Et le vote de la Constitution se fait sur 2 étapes. D'abord, si le travail de la Constitution est achevé, on doit passer au vote article par article. C'est-à-dire, nous avons par exemple 146 articles, selon le dernier draft
de la Constitution qui est daté donc du 1er juin 2013, il y a 146. Les 146 seront donc votés article par article. L'article qui reçoit la majorité absolue plus 1, c'est-à-dire 50% plus 1, donc là, il passera, donc il sera retenu. Sauf qu'on ne s'arrêtera pas là. On a prévu aussi de la loi organique qui gère les institutions provisoires de l'État, on a prévu une deuxième lecture. Cette deuxième lecture se fait aux 2/3. D'accord. Mais cette lecture-là, c'est une lecture qui sera aux 2/3. Les 2/3, c'est-à-dire 143 élus des 217. D'accord. Si la Troïka, avec ses satellites et avec ceux qui la soutiennent la légitimité à l'Assemblée nationale constituante, donc arrive à avoir les 143. Là, elle pourra donc, je dirais, donc voter la Constitution et la passer. Mais là, il y aura un souci parce que... Mais les membres sortants ne représentent pas le 1/3. Ce qui représente le 1/3? Justement, c'est ça. Est-ce qu'on va aboutir donc à cette minorité de blocage ou bien non? Voilà. Donc, on marque une petite pause musicale, le temps de recevoir notre invité, et on se retrouve tout de suite après. 8h23 sur nos ondes, dans le vif du sujet reprend sur RTCI, et on reçoit notre invité pour ce matin, M. Zied Laveri, élu à l'Assemblée nationale constituante du parti Ennahda. Bonjour et bienvenue sur RTCI, Zied. Bonjour à tous. Alors, on a commencé à discuter avec Anis, on a parlé un peu de la situation, du blocage, si on peut dire ça, et on va enchaîner avec la situation économique. Mais juste avant, je voudrais vous poser une question, Zied Laveri. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation de la liberté d'expression en Tunisie, notamment en rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière? Écoutez, je pense que là-dessus il y a beaucoup de confusion en fait. Évidemment, on regrette de manière, je dirais, par principe, toutes les attaques dont des journalistes pourraient faire l'objet. Nous sommes, et le parti Ennahda a affirmé très clairement qu'on est contre en fait les peines corporelles contre les journalistes, dans le cadre des délits qu'ils pourraient commettre, parce qu'après tout, ils sont des citoyens, des hommes, des femmes, et ils peuvent commettre des délits dans le cadre de leurs activités, mais évidemment, il faudrait éviter que ces délits puissent donner lieu à des condamnations qui donneraient lieu à des peines corporelles. Ceci étant dit, je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur ce sujet, voire un peu, je dirais, un peu de mauvaise foi, c'est-à-dire que il est clair que aujourd'hui on n'est pas dans une dictature, on n'est évidemment pas dans une démocratie établie, mais on est dans une phase de transition. Et je pense qu'on a gardé un peu les réflexes de la dictature, enfin les réflexes, je parle des militants, je parle des militants et des organisations des droits de l'homme, des activistes politiques et associatifs. On a gardé un peu les réflexes de l'ère de Ben Ali, c'est-à-dire que sous Ben Ali, chaque fois qu'il y a une attaque contre un journaliste, chaque fois qu'il y a une persécution, une même les artistes, pas seulement les journalistes, contre un journaliste, contre un artiste, contre un militant associatif, un activiste, tous ceux qui pourraient être considérés pas dans le camp du régime, on va dire. Tout de suite, évidemment, les regards se dirigent en seule direction, celle de Carthage, de Ben Ali, du régime de Ben Ali. Je pense que les choses ont complètement changé après la Révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire l'objet de poursuites injustes. Je ne dis pas que tous les gens qui sont poursuivis aujourd'hui dans la justice sont poursuivis pour des raisons valables, évidemment ils sont présumés innocents, mais je veux dire par là que ce n'est pas le pouvoir politique, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la majorité qui est aujourd'hui au pouvoir, qui est forcément à l'origine de ces poursuites. C'est ça ce que beaucoup de gens aujourd'hui entretiennent un amalgame sur cette question-là et ils font un lien systématique. C'est parce qu'un journaliste aujourd'hui est attaqué, parce qu'il est poursuivi, parce qu'il est devant la justice, parce qu'il est arrêté, alors forcément on établit de manière un peu trop rapide, à mon avis, un raccourci, pour dire « Ah, c'est le pouvoir, ah, c'est la majorité, ah, c'est Ennahda qui est derrière ». Or,
Alors, ceci est évidemment méconnaître, c'est tout à fait méconnaître la réalité aujourd'hui des mécanismes institutionnels, juridiques, politiques qui prévalent. Je pense que le régime actuellement en place n'a aucun intérêt, parlant même sur le plan politique vraiment de manière très pragmatique, on n'a aucun intérêt à faire poursuivre des journalistes ou autres militants, et encore moins d'avoir évidemment affaire à toutes ces polémiques-là qui pourraient que compliquer le processus de transition. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre que dans l'ère Ben Ali, tous les mécanismes en fait de contrôle, de sanctions, de contraintes étaient exclusivement sous le régime de Ben Ali, et même sous la personne de Ben Ali lui-même, qui donnait des ordres pour aller tabasser telle personne, ou frapper, ou le jeter en prison pour quelques jours ou quelques années. On passe à un autre système où il n'y a plus ces mécanismes institutionnels de contrôle, de poursuite, de tutelle, si vous voulez. C'est-à-dire que aujourd'hui, le chef du gouvernement, le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de la Justice ne peut pas, ni juridiquement ni politiquement, appeler tel ou tel juge ou tel policier pour lui dire il faut jeter telle ou telle personne en prison, parce que les mécanismes ont changé. Mais évidemment, on n'a pas mis encore, parce qu'on est encore en phase de transition, parce qu'on n'a pas encore finalisé les réformes institutionnelles qui doivent être mises en place, et je pense que ça, c'est un vrai enjeu de la transition que personne malheureusement n'en parle. Les réformes institutionnelles des grands appareils de l'exécutif, de l'État, etc., la justice, la police, l'appareil administratif, etc., etc. Donc ces appareils-là, en quelque sorte, on les a privés, et fort heureusement, du contrôle du politique, mais on n'a pas remplacé ces mécanismes-là par des mécanismes juridiques et institutionnels qui permettent finalement à ce que cette machine fonctionne de manière, je dirais, conforme aux standards internationaux, de manière conforme aux droits de l'homme, etc. Donc, pour parler très concrètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un juge prend telle ou telle décision qui peut embêter le gouvernement, qui peut même le mettre dans une situation inconfortable politiquement ou même moralement, finalement, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? C'est ça la question. Le gouvernement ne peut rien faire. Et le juge lui-même se trouve aujourd'hui avec une marge très large, finalement de manœuvre. Je parle du juge, mais je peux parler de l'agent administratif ou du policier, etc., qui aujourd'hui ont une certaine marge. Je ne vais pas dire qu'ils agissent complètement dans l'illégalité non plus, mais je pense qu'il pourrait y avoir des abus, des dérapages ponctuels. Fort heureusement, on n'a pas à faire comme l'ère de Ben Ali, ou comme on peut le voir dans certaines dictatures tous les jours, des affaires contre des journalistes ou des militants ou des gens, des libres penseurs. Mais on peut y avoir des dérapages, parce que nous sommes précisément dans une phase de transition et on n'a pas encore finalisé les réformes institutionnelles qu'il fallait mettre. Quelque chose à dire, et puis qu'est-ce qu'il faut faire face à ces dérapages? Non, moi lorsque j'entends Ziad Larveri parler donc j'aimerais bien donc croire à ce discours, mais personnellement je pense que la relation entre les journalistes et le parti NAV, c'est un peu donc une relation de susceptibilité par rapport aux deux. Je ne pense pas que c'est vrai, on n'est pas sous l'ère Ben Ali, mais les méthodes qui sont employées sont les méthodes de Ben Ali. Lorsque on traduit un journaliste qui est connu pour être virulent vis-à-vis de la Troïka, de la façon avec laquelle il a traduit sur le plan juridique, et Ziad Larveri est un éminent juriste, donc il peut, et j'ai compris de ses propos donc qu'il y a une, je dirais, manœuvre fallacieuse qui a été poursuivie pour donc faire ce mandat de dépôt à l'encontre de Ziad El-Henni. Ziad El-Henni, dont la maison a été ensuite donc cambriolée pour chercher éventuellement des pièces qu'il a semble-t-il dit détenir. Donc là nous sommes un peu dans des considérations qui nous rappellent un peu voilà l'ère Ben Ali.
Je crois que réellement Ziad Laveri, lorsqu'il dit donc il n'y a pas éventuellement la possibilité que le ministre de la Justice ou le ministre donc de l'Intérieur prenne le téléphone et appelle tel juge ou tel policier, c'est vrai. Mais il y a aussi le problème, Ziad, ça ne pouvait pas donc l'occulter, qu'il y a des gens qui essayent donc de montrer leur loyauté. Et ce qui est un peu bizarre, c'est, sans entrer dans ces détails-là, parce qu'il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec Ziad Laveri, donc lorsque ce procureur a mandaté ce mandat de dépôt, il est juste après donc promu, comme par hasard, donc à la Cour de cassation. Alors promu justement par qui? Promu par l'instance indépendante. Une partie majoritaire, c'est des juges, et c'est une instance qui est complètement en dehors du pouvoir, des prérogatives, des attributions du ministre de la Justice. Et oui, lorsque le ministre de la Justice aussi dit qu'il est le chef donc du parquet, c'est-à-dire hiérarchiquement il est le chef de parquet, mais qu'il ne donne pas donc ces directives lorsqu'il voit donc des défaillances, là quelle hiérarchie, on parle de quelle hiérarchie dans cette considération là? Encore une fois, là il y a une confusion sur ces... Oui, apparemment il y a beaucoup de confusion. Oui. Donc la question aussi entre le journalisme et le patinage de cette polémique dure depuis quelque temps, et j'espère que ça va se décompter et qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que essayer de museler l'information, c'est enterrer une démocratie. Je voudrais finir juste par une considération. Lorsque Ziad Laveri parle donc des mécanismes institutionnels qui n'ont pas été mis en place. Ziad Laveri, il y a la AICA aussi. On a reçu la semaine dernière, c'est Léaf Eugène, membre de la AICA, et il disait que la relation avec le gouvernement, ça fait un mois maintenant, elle est au point mort. Le gouvernement ne nous entend pas, ni sur les nominations, ni sur aucune autre considération. Si on n'essaye pas donc d'interagir avec ces institutions, qui demain seront des institutions de régulation constitutionnelle, parce qu'on a prévu même une instance au sein du projet de la Constitution, là, je pense qu'on n'est pas sorti encore de l'auberge. Voilà, donc on passera à notre deuxième sujet pour aujourd'hui. On va parler économie. Si vous permettez très rapidement, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, et vous venez de mentionner quelque chose de très important. Quand vous avez fait affaire à ce juge qui a été promu après, c'est évidemment, encore une fois, ça montre que le pouvoir en place n'est pas mêlé à ces affaires-là, et que la justice aujourd'hui fonctionne de manière autonome. Mais le problème, c'est que quand aujourd'hui vous donnez à certaines instances, à certains appareils de l'État de fonctionner plus ou moins de manière autonome, et ils n'ont pas encore la capacité de s'auto-réguler de manière à faire face eux-mêmes au dérapage. Et on trouve, en tant que gouvernement, en tant que majorité, en tant que parti de NAD, etc., à devoir se justifier sur des choses qui en réalité n'ont rien à faire avec nous. Il faut dire très clairement que nous sommes contre, encore une fois, contre les peines corporelles et les poursuites contre les journalistes qui pourraient donner lieu à des peines corporelles. Il faudrait travailler sur l'amélioration de toute l'architecture institutionnelle de manière à permettre à tous ces pouvoirs-là de fonctionner de manière autonome, tout en étant aussi, je dirais, régulés et face à des contre-pouvoirs qui pourraient également faire l'équilibre nécessaire. Et encore une fois, ce n'est pas la liberté de la presse qui ne s'est jamais, clairement il faut le dire, qui s'est jamais aussi bien portée depuis des décennies en Tunisie qu'aujourd'hui, et que si vous dites que encore une fois, on établit des raccourcis, on fait des raccourcis en disant oui, parce que le journaliste, parce que Ziad Laveri est un journaliste virulent dans ses propos, donc c'est pour ça qu'il a été mis. Attendez, le nombre des journalistes virulents contre le pouvoir, ça se compte pas des centaines. Donc franchement, je pense encore une fois qu'il y a là un raccourci. Je pense que la liberté. On n'a jamais fustigé. Mais vous avez mentionné un point qui est très important. Il y a de la susceptibilité par rapport à les libertés. Ça c'est clair. Ça fait partie de ce processus d'apprentissage de la démocratie, parce que après tout, nous sommes tous nouveaux novices, et nous apprenons tous un peu sur le tas les mécanismes et les valeurs de la démocratie. Ennis, on entend parler d'augmentation prochaine des prix de certains produits. On parle même peut-être d'une politique d'austérité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Mais une politique d'austérité, là on y vient, hein. Donc certains, je dirais, observateurs économiques ont soulevé les difficultés financières et économiques que connaît la Tunisie depuis belle lurette. On les a taxés de vouloir mettre donc le pays à feu et à sang avec ces considérations-là. Là on y arrive, le ministre des Finances tire la sonnette d'alarme, le gouverneur de la Banque centrale tire la sonnette d'alarme. Quelques chiffres qui font froid au dos, hein. C'est le déficit donc du budget de l'État actuellement, il est établi à 7,4%, alors que lorsque vous avez voté donc la loi de finances, vous avez prévu à l'ANC, donc vous êtes là avec 5,95% de déficit, et que la norme maximale autorisée à l'OCDE, donc au niveau de l'Europe, elle est de 3%, au-delà de laquelle les pays de l'OCDE, les pays de l'Europe, ils sont sanctionnés dans leur politique budgétaire. Là, on pense qu'avec la fin décembre, on pourra arriver à 10% de déficit budgétaire. La Tunisie a mandaté 2 délégations à l'Union européenne pour boucler son budget. Là, on a essayé aussi de faire des coupures dans le budget d'investissement à hauteur de 20% pour financer le budget de fonctionnement de l'État. Je pense qu'il y a une certaine responsabilité, je dirais, de l'ANC aussi, et de la DEL par rapport à la gestion économique du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Il y a une responsabilité collective aujourd'hui de tous les acteurs, de la majorité mais aussi de l'opposition, des acteurs gouvernementaux, des acteurs étatiques mais aussi des acteurs non étatiques de la société civile, des syndicats, des partenaires sociaux, des hommes d'affaires, des citoyens également. Je pense que c'est une responsabilité collective. Il est clair aujourd'hui que nous faisons face à une situation économique difficile. Mais je ne crois pas et je ne souscris pas aux thèses catastrophistes qui voulaient nous faire croire que le pays va faire faillite et que le pays est aujourd'hui au bord de la faillite et que la situation économique est 7,4% de déficit budgétaire. Je vais revenir sur ces chiffres-là. Le pays a fait une politique de relance au début, le budget de l'année 2012. On a fait ce qu'on pourrait appeler la politique du go and stop, c'est-à-dire de faire en fait un programme de relance, parce que l'État devrait faire un travail d'investissement et un travail également de consommation en tant qu'acheteur public, de manière à faire un peu faire bouger l'économie dans un premier temps, avant de donner lieu dans un deuxième temps à une politique beaucoup plus rigoureuse, de rigueur, dans la mesure où on ne peut pas se permettre évidemment que de creuser le déficit de manière chronique et surtout de manière démesurée pendant longtemps. Donc évidemment les chiffres ont un intérêt, mais les chiffres doivent être regardés de manière globale. Il faut voir un peu le big picture, comme on dit. Donc il faut voir un peu tout panoramique. Voilà, il ne faut pas s'arrêter sur une donnée. Vous donnez donc votre interprétation des chiffres. Oui, donc je vais vous donner la mienne. Je pense que le pays vit une économie de transition. Parce qu'on fait une transition politique, mais également on fait une transition économique. Et le pays était confronté à une situation politique très délicate depuis la Révolution, et de manière systématique. Je pense que pour ne pas jouer un peu sur le populisme, il faut être clair, et je pense que le gouvernement n'a pas été suffisamment clair avec les citoyens à ce niveau-là, malheureusement, et je le regrette. C'est qu'il faut dire de manière très claire qu'après une révolution, il est systématique. C'est ce qu'on a constaté dans tous les pays en transition, tous les pays qui ont connu des révolutions ou connu des transitions politiques. Il y a systématiquement une période de difficulté économique. Cette période de difficulté économique, elle est intrinsèquement liée à l'évolution du processus politique, mais également à la mise en place des réformes également à ce niveau-là, et les réformes structurelles nécessaires. Je vais y arriver. Donc, le problème, c'est qu'on a le problème à ces deux niveaux-là. Quand vous regardez les analyses des agences de notation, tous ceux qui ont dégradé la Tunisie sur un certain nombre de choses, ce qu'ils relèvent, ce n'est pas tant ces chiffres-là qui sont un peu plus ou moins peuvent être inquiétants parfois, mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est la visibilité
est l'évolution de la transition politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, la principale difficulté, c'est que ils vous disent, c'est une transition, donc par définition, c'est une période qui pourrait réussir comme pourrait donc échouer. Donc il y a un risque. Donc au lieu de prendre ça en considération, ils abaissent nos notes souveraines. Évidemment, et je vous rappelle que 2 jours après la Révolution, enfin pas 2 jours, mais quelques jours après la Révolution, je pense que c'était Fitch, l'agence de rating, si je ne me trompe pas, je pense que c'était Fitch, qui a tout de suite dégradé la Tunisie, juste après la Révolution, alors que la situation était plus ou moins, bon c'est vrai, c'était pas évident, mais il y avait quand même, on s'est débarrassé d'une dictature, des plus corrompus de la région, etc. Et beaucoup d'observateurs qui sont étonnés, ils disent, vous faites une révolution, donc vous accédez, ou vous tentez d'accéder à la démocratie, et les agences vous dégradent. Ça c'est la logique froide, ça c'est la logique froide des institutions économiques. Donc ils voient un risque à ce que la situation évolue de manière négative. Donc je pense que ça, on ne peut pas y échapper. Donc là, il y a... Et par rapport à la politique d'austérité, pour être juste pour compléter, si vous permettez, juste pour compléter, donc il y a, c'est un volet auquel je pense qu'on ne peut pas y échapper. Le deuxième volet sur lequel on peut faire du travail, et je pense que là, également, nous avons échoué en tant que politiciens à le faire, c'est de créer un consensus politique de manière à ce que le pays, au lieu de perdre son temps et son énergie pendant des mois à discuter des choses qui n'ont finalement très peu d'intérêt pour le citoyen et pour l'économie et pour les fondamentaux du pays, on est en train de discuter, excusez-moi, des choses finalement qui sont plus ou moins marginales, à mon avis, par rapport aux enjeux économiques et sociaux fondamentaux que le pays aujourd'hui connaît. Donc finalement, au lieu de parler d'innovation, d'accès aux nouvelles technologies, d'offshoring, de création de places financières régionales ou internationales en Tunisie, de comment améliorer l'employabilité des jeunes, quels projets d'infrastructure, quels sont les enjeux de réforme, par exemple, de l'économie, comment résoudre le problème de l'économie souterraine, l'économie informelle, etc. Plein de sujets que vous voyez très bien que finalement il y a très peu de plateaux qui s'en occupent, il y a très peu de places dans la presse qui s'y intéresse, et très peu de politiciens finalement qui maîtrisent le sujet et qui encore moins... C'est l'austérité, c'est de la vérité. Donc je reviens à ça. Donc pour dire, juste pour conclure, je pense qu'il y a un échec de la classe politique à se consacrer aux vrais enjeux, et on est entré un peu dans le combat de coq et les enjeux. Vous dites échec, vous avez parlé de la Troïka ou tout le monde a échoué, parce que vous pouvez pas, si vous voulez parler de ces sujets-là, les autres ne veulent pas, finalement ça peut pas, on peut pas, il faut être deux pour danser à ce qu'on dit. Donc il faut des partenaires, on peut pas imposer un agenda sur ces questions-là si les autres. Donc je pense que là, et il fallait, si on s'était concentré sur l'essentiel à ce niveau-là, de manière à laisser une plus grande place aux enjeux économiques et sociaux, je pense qu'on aurait pu éviter les dérapages qu'on voit aujourd'hui, parce que la crise politique est, encore une fois, elle pèse de manière significative sur l'évolution défavorable de l'économie. Mais encore une fois, sur l'austérité, il faut faire de l'austérité, parce que c'est très clair. Nous avons l'année dernière un budget pratiquement de 20 000 milliards. 25. Non, je parle des revenus. Excusez-moi. On a des revenus pratiquement de 20 000 milliards de nos millimes. Les 20 000 milliards, schématiquement, il y a pratiquement 10 000 milliards, 10 000 milliards, c'est-à-dire 50% de nos revenus, qui sont à hauteur de 80-85% de nature fiscale. Oui. Les 10 000 milliards, c'est pour les salaires des fonctionnaires. Il y a environ 4 200 milliards qui vont pour payer la dette. Mais je rappelle aussi que payer la dette. Dans la fonction publique, vous avez donc recruté 25 000 de vos sympathisants. Juste vous donner les chiffres après. Ça aussi, c'est au lieu de dégraisser le mammouth, il y a de la verre, et donc là, on l'a bien régressé. Je reviendrai, mais ça n'affecte pas le... Ça n'affecte pas. Ça n'affecte pas, parce que les salaires ont été, je crois, il y a une évolution entre 2010 et 2013
des salaires, il y avait une augmentation, je ne vais pas dire le chiffre parce que je n'ai pas la certitude, mais il y a une évolution phénoménale du coût de la masse salariale dans le budget de l'État. Mais juste pour vous donner ces 3 chiffres, donc on a 10 000 milliards pour payer les salaires, 4 200 pour payer la dette et environ 5 700 pour payer la compensation et la caisse de compensation. Donc avec les 20 000 que vous touchez par la droite, vous payez à des postes des charges fixes, comme dans un ménage, on a des charges fixes qui sont, il faut payer ses dettes, il faut payer les salariés, et il faut payer la caisse de compensation, etc. Il ne reste rien. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire, mais l'austérité, mais comment vous voulez faire autrement? Vous, et je rappelle qu'on avait un budget de 25 000. Est-ce que l'austérité ne commence pas par les conseillers, donc au niveau de la présidence, les conseillers au niveau de la présidence du gouvernement? Je rappelle qu'en dépouillant le JORT, on a 200 conseillers au niveau des ministères. On a 200. Parfois au rang de ministres ou de conseils d'État. Je dis bien 200, c'est-à-dire au-delà de l'imaginable. C'est 10 pratiquement par département ministériel, ce qui est énorme. Lorsqu'on parle d'austérité, est-ce que l'austérité ne devrait pas commencer par le gouvernement, par la présidence de la République et ce qui s'ensuit, ou par le citoyen qui est en train de voir que la charge donc du coût ménager donc augmente, que l'électricité augmente, que l'eau augmente, que actuellement il y a des rumeurs selon lesquelles 25% donc de la vignette, c'est encore un projet qui n'a pas été confirmé, le prix de l'essence également le prix de l'essence qui éventuellement va augmenter de 100 millimes. Est-ce que l'austérité, Ziad Larvig, ne devrait pas commencer par donc ceux qui nous gouvernent avant de faire donc cette austérité qui est en train de toucher un peuple qui est déjà pour la majorité à l'agonie? Là on parle de 25% à fait de pauvreté. Tout à fait. 25% des Tunisiens vivent sous le seuil de la pauvreté. Je ne sais pas si vous avez donc eu connaissance de ces chiffres-là, mais ce sont des chiffres qui sont très alarmants. Et de l'avis même du président provisoire de la République, il a dit que 2014 sera sur le plan économique une année très difficile. Écoutez, si vous voulez que je vous donne je parle pas de vous, mais même les auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez que je vous donne une réponse populiste, je vous dirai tout à fait que nous avons trop de conseillers, trop de ministres. Sauf que les auditeurs ne sont pas donc, ne versent pas dans le populisme. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous donner donc votre discours risque de ne pas passer. Voilà, c'est pour ça justement que je ne donnerai pas une telle réponse. Et je vais vous dire très clairement que c'est complètement aujourd'hui ridicule de présenter la politique d'austérité en relation avec le nombre des conseillers de tel ou tel président ou tel ministre. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce que nous avons 10 000 milliards de nos millimes qui passent dans les salaires. Si vous prenez, c'est les 200 conseillers fois 5 000 dinars par mois, ça fait 100 000 dinars. 100 000 dinars fois 12, ça fait 1 milliard. Donc ça fait même pas le 1 sur 10 000. Donc c'est peanuts, c'est rien du tout. Voilà, les gens d'essence, les frais donc de la princesse, tout ça, ça prend pas en considération. Écoutez, je ne suis pas un dépensier je parle des deniers publics, et je pense qu'il faut être rigoureux là-dessus. Et je pense que s'il y a des dérapages à ce niveau-là, s'il y a des gens qui sont dans ces postes-là et qui ne méritent pas de l'être, évidemment, il faut en tirer toutes les conséquences. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut tirer vers le haut. Aujourd'hui, c'est pas parce que nous avons... En réalité, quand vous prenez quelqu'un comme ministre, comme chef d'État, c'est quoi? Comme comme secrétaire d'État, etc., c'est quoi? C'est pour lui donner un certain nombre d'avantages financiers de manière à rendre le poste un peu compétitif et attractif. En réalité, aujourd'hui, on souffre dans l'administration tunisienne que dans la haute sphère de l'administration, les gens sont sous-payés. Quand vous avez un directeur général de l'administration tunisienne qui est payé 1200 dinars ou 1300 dinars, alors que son homologue... On n'est pas en train de parler de la carrière de la fonction publique. On est en train de parler... Oui, mais là... mais là, quand même ma phrase. Il faut faire une nuance. Là, on parle des emplois fonctionnels. Mais si vous me laissez le temps, je vais vous faire la nuance. Donc, je dis qu'aujourd'hui, dans la haute sphère de l'administration, les gens sont sous-payés. Et quand ces gens-là, ils gèrent des contrats de millions
millions et de millions de dinars, quand ces gens-là font face à des enjeux très importants, quand leurs homologues qui sont dans le privé sont payés 4 et 5 fois plus donc c'est évidemment pas du tout attractif et c'est pas du tout un système qui pourrait favoriser la qualité et l'efficacité. Donc évidemment vous avez besoin d'attirer des talents, il y en a beaucoup à l'étranger ou ici dans le privé, qui pour les attirer vous êtes obligé de leur donner. Mais ce n'est pas un problème. Moi ce qui me choque en réalité, c'est qu'en Tunisie, au lieu de dire on a 10 milliards, on a fait des augmentations salariales aujourd'hui qui sont indécentes parce que ce n'est pas le moment de le faire. Déjà, on a des centaines de milliers qui sont au chômage. Au lieu de s'attaquer au vrai problème, on veut s'attaquer, on a des dizaines de conseillers qui sont payés. C'est pas ça le vrai. C'est pas ça le vrai. D'une part, vous dites, donc on est sous-payé à la fonction publique, et d'autre part, vous dites ce n'est pas le moment d'augmenter les salaires. Là, je ne sais pas comment vous raisonnez. Là, vous êtes en train de vous contredire. Là, d'une part, vous dites sur le plan de la fonction publique, des augmentations de masse. Oui. Évidemment, on peut pas augmenter les salaires. Bon, on peut. Le chiffre est à la portée de tous. Moi, je l'ai pas. Mais quand vous regardez l'augmentation des salaires qui s'est passée entre le budget 2010 et 2012, vous allez voir que c'est énorme. Après la révolution, on a évidemment dépensé énormément d'argent, et sans que ça soit bénéfique pour les salariés, parce que c'est un produit, c'est quelque chose d'inflationniste. Quand vous augmentez les salaires sans que la productivité n'augmente et qu'il y ait une vraie valeur ajoutée, évidemment, ça crée de l'inflation. Je ne peux pas terminer ce débat sans parler de la crise politique. Cette crise politique, ce ping-pong entre, je dirais, donc la Troïka d'une part et donc le quartet qui est en train de gérer, de parrainer donc ce dialogue national. Selon vous, comment la situation va se décompter? On a l'impression qu'il y a une très grave crise de confiance, que même ceux qui parrainent le dialogue ont été touchés eux-mêmes pour dire que le GTT n'est pas neutre, c'est une partie prenante donc qui est en train de faire l'agenda de l'opposition. Selon vous, la situation risque de continuer dans ce blocage-là, ou verra-t-on donc la situation se décompter une solution? Écoutez, je pense que objectivement les positions des uns et des autres ont jamais été aussi proches. Je pense qu'en réalité on a fait quand même du chemin depuis fin juillet jusqu'ici, et je pense que pour ça l'initiative de l'UGTT et les trois partenaires était une initiative positive après tout. Bon. Aujourd'hui, nous avons affirmé très clairement que nous sommes pour une reprise immédiate et sans condition des discussions. Tout le monde se met autour d'une table. Je ne vois pas pourquoi on ne l'a pas fait depuis des semaines. Non, du tout. On a refusé la proposition de l'UGTT au départ. On a toujours dit qu'on était pour une discussion pour un reprise, mais les autres aussi ont refusé puisqu'ils demandaient. L'UGTT, il a versé de l'eau dans votre moulin en refusant d'accéder à la demande de certaines parties de l'opposition qui demandaient la dissolution de l'ANC. Ça, vous l'avez pas pris en considération. Écoutez, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, oui, donc il est clair que l'autre partie n'a pas accepté également l'initiative de l'UGTT. Dans certains, ils réclament jusqu'à ce jour la dissolution de l'ANC, même si évidemment ils sont conscients, ils sont convaincus. Certains partis, certains courants NAV parlent aussi, ils sont jusqu'au boutiste. Donc les jusqu'au boutiste de la veille, ils sont d'un côté, ils sont de l'autre aussi. Écoutez, moi je dis, parce que faut pas se perdre dans cette affaire, moi je dis qu'on peut trouver un compromis entre tous les protagonistes et tous les acteurs politiques et sociaux. Je pense qu'on ne peut pas
dire que aujourd'hui on peut sauver ce processus démocratique en le cassant ou en cassant l'institution emblématique de cette transition, malgré toutes ces difficultés et tous ces malheurs et tous ces problèmes et toutes les critiques qu'on peut avoir à son encontre, qui est l'ANC. L'ANC doit continuer. Évidemment, on doit améliorer son mode de fonctionnement, on doit revoir son mode de fonctionnement de manière à l'accélérer, de manière à l'améliorer, à le perfectionner, mais on doit le garder. On a dit qu'aujourd'hui, il y a un problème fondamental qui est le suivant: quelle est la date des élections? Pour nous, en tant que parti, non, c'est la question qu'on se pose. Quelle est la date des élections? Quand est-ce qu'on va faire des élections? L'autre partie, elle dit non, on dissout le gouvernement, on entre dans des discussions, on verra après. Donc nous, pour nous, c'est fondamental. C'est qui devrait dire donc la date ce n'est pas l'ISI qui doit dire ça? Justement, nous on dit on élit l'ISI. Oui. Qu'elle s'installe, elle prend une semaine ou deux pour nous dire quelle est la date des élections. Quand on finalise, nous de notre côté, on est prêt à finaliser la Constitution dans 3 semaines, je dis bien dans 3 semaines, ou dans 2 semaines s'il le faut, on fait ce qu'il faut, donc on finalise le travail de la Constitution, et donc là, avec la Constitution et l'ISI, on vote par une loi une date des élections, et à partir de là, le gouvernement, dans l'heure qui suit, il peut démissionner, il n'y a aucun problème, et on entre dans une phase où on va se diriger vers des élections. Ce que nous craignons, c'est que la majorité actuelle laisse le pouvoir à un gouvernement qui, lui, il risque de ne pas se diriger vers des élections, ou il ne se dirige pas dans des élections dans un horizon raisonnable. Après, le gouvernement est dissous, il est parti, et après il y a un nouveau gouvernement qui va s'installer, il va dire non mais finalement j'ai besoin d'un an ou deux pour finalement travailler sur ceci ou cela. La position de l'UGT prévoit la possibilité de dissoudre le gouvernement si jamais il outrepasse ses prérogatives. Justement, le gouvernement presque il devient complètement immunisé contre tous les contrôles et toutes les sanctions, puisque le gouvernement ne peut tomber qu'avec les 2 tiers. C'est paranoïaque, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est un peu paranoïaque. Non, je ne dis pas que c'est paranoïaque, je dis tout simplement que quand vous voulez contrôler un gouvernement, il faut que les mécanismes de contrôle soient des mécanismes tout à fait réalistes. Je vous dis que l'ANC sera là pour pouvoir donc le dissoudre. Oui, il faut les 2 tiers de l'Assemblée. Oui. Mais c'est trop. Pourquoi on va voter la Constitution à 2 tiers. Pourquoi ne pas voter donc la Constitution? On pourra aussi discuter de cette majorité. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil. Personne n'a les 2 tiers de toute façon. Mais je pense qu'on ne peut pas comparer des choses qui sont complètement incomparables. C'est un gouvernement. Si aujourd'hui le gouvernement actuel, les gens ils veulent le faire tomber, ils n'ont même pas le tiers. L'opposition ne détient même pas le tiers, elle veut faire tomber ce gouvernement, et demain ils veulent installer un gouvernement que les 2 tiers de l'Assemblée ne peuvent pas faire tomber. Donc je vois quand même il y a une contradiction extraordinaire dans tout ça. Donc je pense que aujourd'hui ce qui est important, c'est qu'on se dirige vers des élections, et que on fixe la date des élections. Évidemment, on prépare ce qu'il faut pour fixer la date des élections, et notamment l'ISI, et qu'après, le gouvernement peut partir, et on se dirige vers une période gérée par un gouvernement. Voilà, donc on remettra pour une prochaine fois dans le vif du sujet. Pour aujourd'hui, on remercie notre invité pour aujourd'hui, M. Ziad Lavel, élu à l'Assemblée nationale constituante du parti Al-Nahda. Merci beaucoup, merci Anis, on se retrouve la semaine prochaine. Je remercie également Malouane Mahfoudi et Jeannette Ouharani à la technique. À 9h, Mohamed Ali Chef vous présente le flash de l'actualité. Ensuite, Enel Ouzil vous prendra la suite dans C'est le Mag. Bonne journée à toutes et à tous, au revoir et bye bye. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI.